Le ring, c'est plus qu'un podcast. C'est un combat. Pour lancer le ring, j'ai voulu inviter une personne que je connais depuis plus de 10 ans. Une personne avec qui je me suis trouvé très souvent face à face sur les mêmes deals. Une personne qui est avant tout mon ami, mais aujourd'hui, je lui ferai pas de cadeau. Je vous présente Henri de Langerie, aka Fatal Aristo. Ça c'est non. Ça va Ariel? Ça va et toi, ma poule? Impeccable. Bon, déjà, je te remercie d'être venu. Tu es le premier sur le podcast et ça va être la guerre ici, ok? Je te propose de commencer par te présenter en moins d'une minute. Après, je t'énonce les règles et on commence directement. Je vais même pas faire une minute. Tu connais ma carrière. J'ai fait 10 ans de direction commerciale dans la tech. Après, j'ai monté Avisio, qui est un groupe de conseils RH où on fait principalement de la prestation RH en part-time et du recrutement. Okay. On est 85 dans la boutique et on fait partie des leaders sur le marché de la tech et du digital à Paris et en France. Ok, congrats. Je te rappelle les 5 règles Allez. du ring, ok? Première règle, tu as 5 rounds et chaque round a un thème. Deuxième règle, il n'y a pas de langue de bois ici, mec. On parle cash et on assume ce qu'on dit. La troisième règle, je vais la regarder. Ok. La troisième règle, il n'y a aucun coup en dessous de la ceinture. On reste pro, notre entre expert, c'est que du gentleman. Ok. Noble art, you know. Et la dernière règle, c'est que la toute dernière question, c'est toi qui me la poses pour mettre KO. Ça te va? Allez. Drain. On commence par le premier thème, Henri. Les difficultés pour recruter un bon commercial en France. T'es prêt? Allez. Let's go. Quelle est selon toi la principale erreur que commettent les entreprises lorsqu'ils font du recrutement de commerciaux en France? Pour moi, la première connerie, c'est d'imaginer qu'on va acheter un portefeuille. Recruter un commercial parce qu'il a déjà évolué dans mon milieu, dans mon secteur et qu'il connaît les gens, en fait, c'est un combat de court terme qui ne marche pas sur le long terme. Il vaut mieux un très bon commercial qui ne connaisse pas du tout le secteur et qui va l'apprendre que globalement un gros embourgeoisé qui a quelques éléments dans son carnet d'adresse mais qui n'est pas un bon sales, pas un sales technique et surtout pas un bosseur. Donc, c'est sûr que c'est un nice to have, mais c'est pas un must have d'aller chercher quelqu'un de son industrie. Okay, comment tu vas identifier du coup quel est un bon sales pour ton industrie à toi? Un bon sales, pour mon industrie, c'est un bon sales tout court. Dans l'absolu, tu as des styles de vente, des cycles de vente, et là, tu peux capitaliser dessus. Est-ce que c'est de la vente rapide, de la vente transactionnelle, de la vente de solutions complexes, de la vente consultative, de la vente long terme, court terme, grand compte, SMB? Il y a plein de façons de vendre. La question, c'est objectivement, vendre de la vente SMB, comme ce que j'ai fait à l'époque, mon docteur, Doctolib, de la vente SMB de SaaS, c'est très bien de le faire avec des médecins, et ça sera à peu près pareil de le faire avec des garagistes. Ça sert à rien de recruter quelqu'un qui spécifiquement connaît les médecins parce que ça s'apprend. C'est un vocabulaire, c'est un apprentissage produit, tout le monde est capable de ça. En revanche, quelqu'un qui est un bon technicien du sales et un gros bosseur, c'est ça la cible. Le secteur, c'est cherry on the cake. Ok, donc tu es en train de me dire qu'en gros, si j'ai une boîte qui fait du transactionnel, c'est plus pertinent d'aller voir une personne qui n'a jamais fait de transactionnel parce que je vais lui apprendre à le faire. C'est pas justement une perte de temps par rapport à son cycle d'apprentissage? C'est ce que je te dis, c'est le style de vente, la typologie de vente, les outils de vente, ça c'est utile. L'industrie, on s'en fout. D'accord. Donc, du coup, le nom d'une boîte, on s'en fout également. Genre, par exemple, des gens qui préfèrent recruter des commerciaux par rapport à leur expérience chez Google ou chez Microsoft ou chez Amazon, whatever. Des boîtes qui ont un renom et qu'on dit être des écoles de vente. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent selon toi? En l'occurrence, toutes les boîtes que tu m'as citées ne sont pas des bons exemples Okay. parce que ce n'est pas des bonnes écoles de vente. Je dis régulièrement, je préfère toujours recruter un commercial Pepsi qu'un commercial Coca. Parce que quand on est chez Google, quand on est chez Coca ou quand on est chez Facebook, on est du bon côté du carnet de chèques. Les gens t'ouvrent la porte. Okay. La vraie question, c'est qui vont être les vrais challengers, les mecs qui ont l'habitude de l'adversité et qui ont l'habitude de faire leur place. Si en tout cas, toi-même, tu n'es pas un GAFAM ou tu n'es pas Coca-Cola. Mais ça recoupe, ce que tu dis recoupe avec ce que je dis, c'est-à-dire tu peux aller chercher un style de vente. Tu vas chercher des gars de partout, c'est pas sympa pour les mecs, pour les boss de partout avec lesquels on est copains, mais tu vas débaucher des mecs de chez partout, tu sais qu'ils seront bien formés à la vente, SMB, mid-account, ils ont plein d'équipes de vente et ils forment super bien à Médic, à plein de choses.
tu sais que tu vas aller chercher des gars bien formés. Mais en l'occurrence, tu vas pas les chercher parce qu'ils savent signer des garagistes ou des restaurants. Tu vas les chercher parce qu'ils sont bien formés. C'est ça que je dis, c'est qu'il faut revenir aux hard skills et que l'erreur de son background dans la santé, dans les assurances, on s'en fout. C'est pas Ok. le sujet. T'as pas peur justement que dans les boîtes comme partout, et encore une fois, genre, on les connaît, et c'est vraiment, moi je pense, comme une très bonne école, notamment par rapport aux médics, ben, c'est des boîtes qui ont grossi très vite, qui ont scalé rapidement, et donc du coup, ben, potentiellement, il y a des méthodes qui sont perdues, et ben, ils n'ont pas finalement réussi à transmettre à ces sales-là les compétences qui, toi, vont te permettre justement de pouvoir ben, améliorer ta force commerciale lorsque tu veux recruter. Il y a quand même un enjeu, enfin, tu vois, avoir vu le film, avoir déjà vu le film, c'est quand même un vrai atout. C'est avoir vu toutes ces étapes, même si tu les as pas théorisées, tu as pris des réflexes. Les gars de chez La Fourchette qui ont fini chez Doctolib, ils avaient vu le film, tu vois. Ils avaient des skills en termes de sales ops, des skills en termes de déploiement, des skills en termes d'intensité. Tout ça, c'est vachement utile. On prend des micros-exemples nichés dans notre toute petite vie, hein, mais plus largement, il faut aller chercher des gens bien formés, ça, il n'y a pas de sujet, et on sous-estime très largement le hard skill sales. On va aller chercher du soft skill sales. C'est la prestance, l'entre-gens, le bagou, etc. Ça, c'est très bien, c'est super. Et en plus, c'est ce que le commun des mortels est capable d'apprécier. Mais ce que le commun des mortels n'est pas capable d'apprécier la plupart du temps, c'est le moteur qu'il y a en dessous de la coque, tu vois, le truc qu'on ne voit pas, qui ne dépasse pas et qui va être le travail, l'organisation, la résilience, la capacité, ce que les anglo-saxons appellent le stamina, la capacité à durer. Ouais. Ça, c'est des vrais skills de sales et c'est de ça dont tu as besoin. Ok, du coup, ben, comment tu fais lorsque c'est un RH qui va recruter un commercial? Puisque, enfin, pour comprendre, lorsque tu es RH, pour comprendre les skills qu'il faut pour être un bon commercial dans sa boîte, enfin, je pense que tu n'as jamais prospecté lorsque tu es commercial, lorsque tu es pardon, RH, que tu n'as pas justement ce background et tu vas te baser principalement sur les valeurs de la boîte, sur la noto de la boîte, sur enfin, toute la partie un peu RSE Ouais. également, mais pas sur les skills, donc les hard skills dont tu parles, pour justement ben, permettre à la boîte de développer. Écoute, je te pardonne parce que tu connais rien en recrutement, mais J'adore. c'est c'est pas les RH qui doivent recruter, c'est Ok. les recruteurs. C'est un peu spécifique. Mais ce que les RH, que tu appelles les RH ou au sens large les recruteurs font, c'est éventuellement de l'évaluation de soft skills, de l'évaluation de culture, et c'est vachement important. Ce qu'ils ne savent pas faire, parce qu'ils ne sont pas Dieu sur Terre, c'est évaluer les hard skills sur tous les métiers, DAF, sales, etc. Et donc, il faut se faire aider. Donc, soit se faire aider par une compétence en interne qui va avoir un avis externe, soit se faire aider par une compétence en externe, c'est-à-dire demander à un autre sales d'évaluer un sales. C'est la première idée d'Avisio, et c'était sympa de m'amener à faire ma pub sur ce terrain-là. Ça me dérange pas. C'est de faire de l'assessment, Ouais. et donc d'aller chercher, pour évaluer un mid manager, tu vas chercher un top manager sales qui va, l'évaluer objectivement, parce que comme il n'est pas dans la boutique, il ne va pas se le coltiner tous les jours à la machine à café. Et deux, il va l'évaluer techniquement, avec une grille. Et il va en revenir au fait, c'est est-ce que tu sais faire un plan de compte, est-ce que tu sais faire un plan de croissance, comment tu fais ton plan de commissionnement de tes sales, etc. Donc des éléments techniques que le RH ne peut pas connaître, parce qu'il n'a pas fait tous les métiers. Ça peut être en interne ou ça peut être en externe. Mais effectivement, décorréler les deux et faire en sorte que le soft skill ne rejaillisse pas sur le hard skills, c'est vachement important. On est souvent bluffé par des grands sales super charmeurs, super séduisants. Dans l'absolu, il y en a plein qui sont des brels parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils cachent de la poussière sous le tapis, parce qu'ils ne font pas les bons retours aux produits, parce qu'ils ne gagnent pas les appels d'offres parce qu'ils ne sont pas assez rigoureux. Le sales est un vrai métier technique pour lequel je passe mon temps à répéter qu'il y a une valeur ajoutée à taffer, tu vois, à taffer, à être technique et à être outillé. Sur la place de Paris, combien de directeurs commerciaux ne savent pas ce que c'est qu'un sales ops ? Combien de directeurs commerciaux ont des CRM qui sont paramétrés à la wall et qui servent à rien ? Combien ne parlent pas avec le marketing et s'engueulent avec le marketing ? Tout ça, c'est minable. Ça fait des résultats pourris. Donc du coup, c'est le sales up, selon toi, qui va justement permettre aux commerciaux d'exceller. C'est pas le commercial lui-même qui va déjà commencer à... Je te mets le bordel dans ton plan parce que je suis en train de mélanger plein de choses, mais dans l'absolu... T'inquiète, c'est géré, hein, t'en fais pas. C'est très gentil de couperas. prendre... Ouais, y a pas de... Le fond de ce que je dis, c'est que la technicité sales en France n'est pas suffisante. On s'appuie trop sur le soft et pas assez sur le hard. Et dans le hard, il y a plein de savoir-faire. Je te donne un exemple simple. Alors, je ne sais plus si mes chiffres valent toujours, mais je crois qu'ils ont 4 ou 5 ans. En France, le budget sales tech, sales outillage par commerciaux moyen, c'était en dessous de 200 €. Okay. Aux États-Unis, c'est au-dessus de 1 500 $. Okay. Après, c'est pas les mêmes softs, c'est pas non plus les mêmes prix mais par rapport le niveau de au focus ouais. Mis sur l'outillage, l'efficacité, les armes que tu as dans ton carquois, enfin les flèches que tu as dans ton carquois, l'aide, le sales enablement, etc. En France, c'est ridicule par rapport aux US. Alors, il y a très probablement une convergence
C'est en train d'arriver et on se rend compte aussi que beaucoup de sales, justement, se cachent derrière ces outils pour pas prospecter, Ouais. pour dire oui, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du market, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du marché, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du client, c'est de la faute du sales ops qui a pas, Bien sûr. remonté l'info, c'est la faute de mon manager. Du coup, en fait, ça, c'est encore une erreur de recrutement. On en reparlera sur comment est-ce qu'on sort les mauvais. Mais sur sélectionner les bons, vraiment, j'en reviens à la méthode, à la technique. Est-ce que le mec sait vendre? Et vendre, c'est de la technique et c'est pas que de la posture. Ok, donc du coup, pour finir cette question-là, toi, si tu fais rentrer justement une personne qui vient ACC et particulièrement soit une personne en interne dans ta boîte qui est déjà en fait dans le game, qui est déjà en fait tous les jours sur le terrain et qui sait vendre, viens ACC le candidat pour dire oui ou non. C'est pas trop le donner de responsabilité à cette personne-là. Elle va pas se sentir un peu. Non, parce que précisément, c'est pas lui qui a le choix de recrutement. C'est lui qui est censé venir éclairer de son expertise la partie métier. Ensuite, il y aura une partie culture, il y aura une partie fit, il y aura une partie motivation, il y aura une partie négo. Dans un processus de recrutement, il y a plusieurs intervenants. Chacun doit se responsabiliser sur une des parties de l'intervention. Chacun doit essayer de ne pas amener ses propres biais au suivant dans la chaîne. Et à la fin, il y a un comité de recrutement qui se rassemble et qui va prendre une décision avec l'éclairage de tout le monde. Ça fait beaucoup hein, pour un SDR quand même. Hein. Il en suffit de deux. Tu vois, deux, un qui fait le soft, un qui fait le hard, si c'est que pour un SDR. Et quand il s'agira du VP Sales, on en fera 8. Je suis d'accord avec toi. Dernière question par rapport à ce premier round. Lorsque tu finis un entretien avec un candidat et que ton client te dit ouais Henri, c'est un bon candidat mais j'ai pas eu le fit, qu'est-ce que tu lui réponds? Ça fait partie des objections très compliquées à contourner, un peu non dites, et que tu peux pas forcément contrer. Il vaut mieux éventuellement, alors là je remets ma casquette de chasseur de tête que tu connais par cœur, il vaut mieux à ce moment-là reprendre le brief un peu mieux en disant bah, qu'est-ce qui ferait un fit, parce que je vais pas passer des plombes à te présenter des mecs bons que tu vas pas prendre parce que tu les as pas sentis. Et puis c'est aussi souvent une façon de dire ok, t'as pas eu le fit, tu me décris pourquoi c'est pas le fit, et on recommence pas comme ça parce que tu as fait perdre du temps à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la scorecard justement, si justement ça répond à la scorecard et qu'il y a toutes les compétences du candidat pour répondre au poste, est-ce que justement on se retrouve pas, moi je me suis aperçu de beaucoup de ça dans ma dernière expérience, que le recrutement se faisait sur un fit ou pas de fit avec soit le CEO, soit le VP Sales, et que finalement, ben, si c'est un sales qui a l'air bien sympathique, avec qui je m'entends, ou qui a du répondant, ou qui me dit, ben moi, si je rentre pas par la porte, je rentrerai par la cheminée, alors oui, c'est un bon sales, et donc je vais le recruter. Je trouve qu'il y a beaucoup de feeling comme ça, et rien qui est concret par rapport à la data. Et en fait, ça n'est que de la flemme. Hein. Mais on a énormément de mal, et moi le premier, quand on a eu soit 5 minutes agréables, soit 5 minutes désagréables dans un entretien, à pas avoir pris sa décision. Et c'est compliqué et il faut contrer cette envie-là. Parce que parfois, on trouve des pépites en dessous de gens qui n'ont pas fait une bonne première impression. Et en particulier avec les sales, qui la plupart du temps sont ceux qui savent le mieux se vendre par définition, c'est rare qu'on passe 5 mauvaises minutes avec un sales. Si le mec est un peu séduisant et un peu... il sait ce que tu as envie d'entendre, il sait quelles sont les réponses qui sont attendues. Et donc, c'est compliqué. Et donc, il faut le faire rentrer dans une machine dans laquelle il ne pourra pas se cacher. Je prends souvent un exemple qui est très parlant. Imagine un juriste. Tu veux recruter un directeur juridique pour ta boîte. Si le mec te parle du code civil, en 3 minutes, il t'a perdu. Il a mis 2 mots en latin, il t'a perdu. En revanche, tu lui mets un monstre du barreau en face, il peut dire tous les mots en latin qu'il veut, il sera compris et assez vite, il sera éventé si c'est une pipe. Ok, t'as pas peur que ce soit qui pissera le plus loin si tu mets un sales en face avec justement combat de coq, ou ça peut potentiellement être justement soit un argument, soit un désargument pour l'embaucher. Non, alors pour le coup, je suis assez cash là-dessus. Les commerciaux adorent parler parler boutique et avoir en face quelqu'un qui les comprend, qui va les challenger un peu. Ça va être probablement le meilleur entretien de tout le process parce qu'effectivement, on va parler réalité, on va pas partir sur des préjugés ou des prérequis. Comment enfin, tu vois, pardon, je vais dire des trucs que je devrais pas dire. Tu dois tout dire, il n'y a pas de langue de bois, donc tu peux tout dire ici. Oui, mais si ma maman regarde. D'accord. Et à l'inverse, donc le candidat souvent vit des super expériences et c'est très intéressant pour lui. Et à l'inverse, l'expert, pour lui, ça le muscle dans son propre recrutement parce que ça lui permet de toucher du doigt le fait que séparer le soft et le hard, ça donne un éclairage complètement différent à la décision. Ok, dernière question, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à des recruteurs pour recruter des commerciaux, en tout cas les meilleurs commerciaux, en un seul point? Soyez transparent avec eux. Ok, cool, merci.
Tu t'es changé, je vois que tu commences à avoir chaud, ça commence à monter, l'adrénaline, tout ça. Tu me donnes chaud, grand fou. J'adore ça. Deuxième round, t'es Allez, chaud? T'es on y prêt? va. Bah, tu vois. Parfait. On va parler rémunération. Un sujet qui peut fâcher. Hmm. Première question, pour ou contre le variable pour un sales? Je suis évidemment pour, et en même temps, je me suis déjà fait convaincre du contraire. Alors, juste, tu peux pas être pour et contre. Ou dans Non, quelles conditions En fait, je suis intellectuellement très ouvert sur le sujet. Comme sur beaucoup de sujets d'innovation de management, je crois beaucoup, je suis un peu un réac, hein, donc je crois beaucoup à la sagesse du passé. Tu vois, il y a 300 ou 400 ans de vécu d'un monde capitaliste normal, Ouais. où l'organisation de l'entreprise, les pratiques managériales, les pratiques de rémunération sont pour la plupart issues d'une certaine sagesse et d'une certaine quantité d'observation qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Et pour autant, je suis toujours curieux des innovations. Parfois, je suis curieux, un peu malsain, en disant j'espère qu'il va se planter pour prouver que j'avais raison de ne pas changer. Mais tu vois, j'ai eu une longue conversation avec Gilles Sadger de Lucas, Ouais, je vois très bien. qui m'a convaincu sur plein de points que ce n'était pas nécessaire. Ouais, j'avais eu une discussion avec Marie Imbert une fois, effectivement, Mhm. là-dessus. Lambert, pardon. Intéressant, mais est-ce que ça va pas justement directement piquer l'ADN même du commercial? Est-ce qu'on peut avoir deux typologies de commerciaux? Est-ce que justement il n'y a pas un train à deux vitesses? Enfin, est-ce qu'on le considère vraiment comme des commerciaux? Parce qu'un commercial, c'est pas quelqu'un qui a un variable et qui veut aller chercher son variable, ou la définition aujourd'hui a changé. Alors, c'est différent parce que c'est ma boîte, mais aujourd'hui, je suis le commercial numéro 1 de ma boîte. Bravo. Je suis presque le seul. Et ma rémunération, tu vois, j'ai pas de variable. La raison pour laquelle j'en mets toujours un petit peu plus pour aller chercher plus, c'est plutôt qu'il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui me font confiance, il y a des gens qui ont besoin de moi pour remplir leur pipe, etc. Donc peut-être qu'il y a d'autres moteurs, tu vois, des moteurs d'utilité sociale, des moteurs de communauté d'entreprise. De fait, chez moi, il y a du variable. Ok. Donc, du coup, toi, lorsqu'il y a un client qui vient te voir pour te dire je dois recruter un commercial, Oui, comment je fais son fixe, comment je fais son variable, est-ce que je mets un variable? Ton conseil, c'est quoi? je recommande toujours du variable. Je recommande un variable. Je recommande souvent plusieurs zones de variables, un variable de court terme et un variable de long terme. Je suis pas très à l'aise avec les variables d'équipe, c'est pas quelque chose qui m'excite et je trouve que c'est souvent quelque chose d'assez malsain. On en reparlera probablement. Pour le coup, Lucas l'a fait. Eh ben, encore une raison pour laquelle je pourrais repasser une soirée arrosée Avec à Gilles. échanger avec Gilles. Donc, je recommande toujours. Après, je recommande une certaine intensité de variables plus ou moins forte par rapport au fixe dans le temps, dans le ramp-up et selon la typologie de vente. Ok. Qu'est-ce que tu penses du package de la majorité des commerciaux aujourd'hui, c'est-à-dire un fixe qui est supérieur à plus de 50% sur la totalité du package? C'est-à-dire que généralement, Avec le ton que tu prends, on se doute un peu de quelle est ta position moi, sur ma le sujet. position, elle est claire là-dessus. Mais la tienne, c'est quoi? Je suis pas arc-bouté sur un chiffre. Je crois que l'important, c'est d'avoir un équilibre qui rende tout le monde heureux. Qui permette à tout le monde de durer, précisément. Ce que je veux dire sur le sujet, c'est que le package des sales au sens large est celui qui a probablement le plus monté dans les dernières années, en tout cas dans l'écosystème de la tech où on est nichés tous les deux. Et ce que je trouve très amusant, c'est qu'il ne sait pas descendre. Donc c'est comme le prix de l'immobilier, en ce moment, il est un peu figé. C'est une des raisons pour lesquelles le marché est dégueulasse. Il est un peu figé parce que les sales n'ont pas encore compris qu'ils étaient une variable d'ajustement du marché. Et qu'à ce petit jeu-là, ils devaient apprendre à monter et à descendre. Et ça, je trouve ça amusant de constater ça. Et le fait qu'il est toujours monté, ok, mais que justement sa proportion sur le package soit uniquement le fixe qui augmente et le variable qui finalement n'évolue pas, c'est quoi ton a priori par rapport à ça? Il y a cette image d'Épinal que je partage la plupart du temps et tu as fait pas mal bosser des juniors et je pense que c'est aussi lié à ça. Tu as cette image d'Épinal où tu te dis un gars qui va être attiré par plus de fixe, c'est un gars qui va être moins sensible au risque et qui va moins se dépasser pour aller chercher son variable. Et c'est vrai jusqu'à un certain niveau dans la vie dans lequel tu as des responsabilités, un conjoint, une conjointe, des enfants, un emprunt, etc. Où pour le coup, je pense que ce qui t'aide à mieux dormir, c'est aussi de savoir que tu risques pas de louper une partie de ton emprunt, quoi. Donc, moi, je trouve ça cohérent qu'avec l'âge et les responsabilités sociales, de fait, on augmente le fixe en proportion par rapport aux variables, à condition que ce soit toujours décapé et qu'on ait toujours la possibilité d'aller faire encore plus. Ok, justement, qu'est-ce que tu Décapé. penses du... Je te laisse pas poser la question, j'en ai rien à secouer. Je mets du vitriol, je n'ai rien à faire. Non, décapé. Ouais. Le variable des sales, c'est comme les impôts. Quand on paye beaucoup, c'est que tu as gagné beaucoup d'argent. C'est un bon problème. Il faut juste penser son système de REM qui soit un revenu sharing et qui te coûte pas plus que ce qui te rapporte. Mais le variable
des commerciaux, c'est presque du COGS. Enfin, c'est presque en compta, ça ne devrait pas rentrer dans les salaires, ça devrait rentrer en coût marketing quasiment. Plus t'en mets, ça veut dire que t'en as gagné. Troisième round. Ça va toujours? Toujours bien. Toujours chaud? Ça va mieux là. Ça va mieux, ok. Chez Abizio, vous êtes quand même très orienté marque employeur. J'ai vu que vous avez une nouvelle BU là-dessus. Ouais. C'est hyper tendance, ça n'arrête pas de monter, c'est hyper important. Ça permet d'attirer justement les meilleurs candidats. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour attirer les meilleurs commerciaux dans sa boîte? Je vais commencer par te faire une non-réponse qui est de dire que les meilleurs commerciaux, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les meilleurs commerciaux pour moi. Il faut arrêter d'imaginer qu'il n'y a que des boîtes top sur le marché. Il y a des A companies, B companies, C companies. En face, il y a des A talent, B talent, C talent. Le talent d'un bon recruteur, c'est d'aligner le niveau des commerciaux ou le niveau des talents avec le niveau d'ambition, de talent, de portée des sociétés. C'est sûr que quand on s'appelle Google, on a tous les CV, je ne sais plus combien ils reçoivent de CV par an, je crois que c'est 2 ou 3 millions par an. Ouais. C'est sûr que quand tu as le choix parmi 2 ou 3 millions, effectivement, tu peux être extrêmement exigeant, tu peux faire des process de 178 entretiens, les gens iront toujours au bout. À l'inverse, quand tu t'appelles TBS couverture et que tu vends de la réfection de toiture à Strasbourg, tu peux pas, tu n'as pas ces CV-là, et donc il faut s'adapter à son marché et aller chercher des gens qu'on peut se permettre de s'offrir. Et plus on grossit, plus on gagne en marque employeur, plus on gagne en notoriété, plus on gagne en capacité à payer des gros salaires, plus la vie va être facile. Mais il faut s'adapter. Et donc, ensuite, dans les choses qui font venir un sales, il y a une situation existante pas trop dégueulasse. Qu'est-ce que t'appelles pas trop dégueulasse? Ça veut dire une situation dans laquelle il n'y a pas de cadavre dans les placards, dans laquelle les 5 derniers sales ne se sont pas tous fait lourder en fin de période d'essai, dans lequel il y a des clients qui payent, dans lequel il y a un produit qui est sec. Tu vois, un côté, c'est pas trop le marécage là où je vais rentrer. Comment le candidat il peut le savoir ça? Tu peux lui proposer de parler avec un sales par exemple, Ok. pendant le processus. Donc être transparent Et tu penses que le sales qui lui est en poste va dire ouais, ça fait, il y a mes 5 derniers potes qui sont partis, à la compta, en fait, on est plus à faire des relances directement et mon plan de com il est claqué au sol? En fait, dans ces cas-là, il ne faut pas y aller. Et dans ces cas-là, l'entreprise elle-même doit se remettre en question avant de recruter le 6e sales qu'elle va lourder dans la foulée. Oui, mais le 5e justement qui lui est en place, il va pas dire la vérité. Enfin, il est en poste, donc c'est tout le sujet. C'est que si tu n'es pas capable de garder 80% de tes commerciaux, c'est que tu as un problème de produit et qu'il faut que tu l'écoutes. Ou que tu as un problème de pricing, ou que tu as un problème de marché. Mais globalement, il ne faut pas recruter le 6e. Donc, je te donne ce que je pense être la réalité. Ensuite, donc, il faut être très transparent sur la réalité du challenge et de dire ça c'est difficile, ça c'est facile, là où on est bon, voilà le niveau d'outillage, est-ce qu'il y a un CRM, est-ce que tu auras des leads, est-ce que tu n'auras pas de leads, et pas juste vous aimez le challenge, venez chez nous. Le challenge, ça veut rien dire. Aller chercher toujours plus de business, ça c'est un challenge. Se relever les manches pour vendre un produit invendable, ce que ma chère mère appelait des cercueils à 2 places, ça sert à rien, enfin, c'est du suicide et ça va mal se passer. J'adore. Les cercueils à 2 places. J'adore. c'est niche. Ouais, Ça se vend pas beaucoup. Ok. Beaucoup justement. Et alors, oui, pardon. Je complète mon truc. Donc, tu as Fini. la transparence et la vérité sur la nature du challenge. Ça, Ok. c'est comme ça qu'on fait vraiment venir des commerciaux. Le deuxième, c'est est-ce que je vais apprendre quelque chose? Est-ce que je vais être encadré? Est-ce qu'on va me former? Est-ce qu'on va m'aider? Et est-ce que juste on va pas me balancer une liste Excel en disant démerde-toi pour faire grossir la boîte? Ouais, mais ça, tu le donnes quand? Tu le donnes dans l'annonce, tu le donnes pendant les entretiens, tu le donnes post-entretien. Enfin, la plupart du temps, enfin, surtout quand tu es ABC toiture à Strasbourg, que tu as trois pèlerins qui viennent te faire chaque jour une demande. T'as pas trop envie de leur dire ce qu'il y a sous ta vie parce qu'ils sont là et toi envie de les embaucher. Tu vois ce que je veux dire? Dans les annonces, dans les job descriptions que Ouais. je recommande, il y a un paragraphe que je vois jamais et que j'adore, c'est qu'est-ce que nous mettons à votre disposition pour réussir. Ok. Est-ce que on va parler justement des job descriptions. Comment ça se fait que dans les job descriptions, il y a quasiment jamais le salaire? On le voit, enfin on apprend le salaire lors du dernier round, du dernier process, lorsque le mec il a passé quasiment 2 mois en process à voir Pierre, Paul, Jacques. C'est pas une bonne pratique et si tu l'as pas mis sur l'annonce, il faut en parler au premier entretien. Et nous, surtout toutes nos annonces, les salaires sont dessus. Et d'ailleurs, mettez même pas une fourchette. Tu mets le salaire. Tu mets un salaire. Tu mets le salaire que tu es prêt à payer. Moi, Une fourchette, ça veut dire que par défaut, le mec veut aller en haut de la fourchette et Ouais. toi, tu veux aller en bas. Donc, on va pas s'entendre. Ok. Qu'est-ce que tu penses des sales en TT ou en full remote? T'as vu le ou comme ça, genre, je crois que j'ai aussi mon avis sur la question. Ouais, moi, je suis un vieux réac du sujet. J'aime pas ça. Je suis un pragmatique du télétravail, c'est-à-dire que notamment
je crois qu'on a besoin d'un certain équilibre et qu'on peut se permettre une certaine souplesse, que les outils ont permis qu'aujourd'hui les gens travaillent de chez eux et en étant à peu près efficaces. Mais sur le long terme, sur le niveau d'énergie, sur le niveau d'apprentissage partagé, etc., pour moi, ça tombe la même bassine que mes consultants qui font des calls dans les box. Ça me rend dingue. Les calls, ça se fait dans l'open space parce que ça met de l'énergie, parce qu'on s'entend, parce qu'on répète les punchlines de l'autre, parce que les bonnes pratiques s'entendent, parce que soudain, quelqu'un qui pitche mal, et ça fait 3 fois qu'il pitche mal, on va pouvoir le corriger. Et moi, je suis très favorable à ça. Pour autant, je ne suis pas un ayatollah absolu de pas de télétravail. Et chez moi, il y a du télétravail, un petit peu, mais pas en période d'essai. Et à un niveau raisonnable qui est à hauteur de 1 jour, parfois 2 jours par semaine, mais c'est vraiment le bout du monde. Ok. Pour un top Je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais pas du tout le monde t'aime et je n'ai pas de problème avec ça. Pour un top performer, le bien-être au travail, c'est l'ambition des gains petits. T'en penses quoi? Je savais pas que tu savais lire, toi. Ouais. Je fais la philo, hein, ça c'est de la philo. C'est ça. Le bien-être au travail, c'est l'ambition des gains petits. Alors, là, pour le coup, moi, je vais faire de la philo et je vais faire un peu plus le RH. Je crois pas au bien-être au travail. Et de la même manière, je ne crois pas à la séparation de la vie pro et de la vie perso. Je crois que tu vas te faire beaucoup d'amis. Ouais, non, mais intellectuellement, l'idée du Chinese Wall entre la vie pro et la vie perso est une connerie. Parce qu'on ne laisse pas ses problèmes à la maison et on ne laisse pas ses problèmes au travail. Si ça ne va pas à la maison, parce que pour plein de raisons, je ne serai pas performant au travail et inversement. Et donc, on a la nécessité d'être la même personne avant et après la sortie du métro. Et pour ça, c'est aussi la responsabilité d'un chef d'entreprise d'être capable de mettre un contexte global dans lequel les gens sont bien. Si tu as des galères à la maison, bah, c'est normal qu'on te mette un peu moins de pression au boulot, qu'on t'expose un peu moins, qu'on t'aide un peu plus. À l'inverse, si tu as des galères au boulot, bah, c'est normal que ta femme soit un peu moins relou avec toi ce week-end parce que tu sais que tu t'es fait taper toute la semaine. Tu vois, il y a des trucs comme ça de compréhension un peu holistique du salarié qui, moi, me tiennent relativement à cœur. Ok. Mais j'ai toujours pas compris ta phrase. Hein. Si. Pour un top performer, est-ce que le bien-être au travail, c'est pas l'ambition des gains petits? En gros. Ah, si c'est l'ambition numéro 1, oui, je suis d'accord. On va passer à celle-là. Après, on avait dit pas de langue de bois. Hein. Round numéro 4, Henri. Ça passe vite. Ouais, on commence à avoir des cocards. On commence à être couché à droite à gauche. Les jambes sont lourdes, les bras sont lourds aussi. Et on se remet en garde. Ma question est très simple. Qu'est-ce qui manque selon toi dans l'onboarding d'un commercial pour qu'il soit plus performant les 6 premiers mois? Alors déjà, 6 mois, c'est trop pour un onboarding. Sauf à ce que le cycle de vente soit très long. Qu'est-ce qui manque? En général, la question est compliquée. Souvent, ce qui manque, c'est de passer vraiment du temps au produit. Si on part du principe que tu vends un produit ou un service qui nécessite une compréhension un peu fine, souvent, dans les éléments d'inefficacité, il y a une incompréhension non pas entre le market et le sales, mais entre le produit et le sales. Et c'est un peu un de mes chevaux de bataille que les commerciaux aient véritablement compris quelles étaient les contraintes du produit. C'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est long de shipper des fonctionnalités, pourquoi est-ce qu'il y a des bugs, comment est-ce qu'on gère les bugs, qu'est-ce qu'on est capable de promettre en termes de SLA, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de promettre. Donc ça, c'est un élément important de véritablement créer du lien entre le product manager et le sales. Et ça, je dirais que c'est quelque chose de fort parce qu'il faut être capable de bien vendre son produit, de bien connaître son produit. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une formation qui est donnée pendant l'onboarding? Ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui font ça très bien, évidemment. Et évidemment, il y a des vilains petits canards. Mais oui, toute la partie de vie ma vie, de prendre du temps pour comprendre les métiers, mais aussi comprendre, tu vois, les problématiques du service client. Pourquoi est-ce que le service client est lent? Pourquoi est-ce que le service client galère? Pourquoi est-ce que le service client, au contraire, est très performant et donc il faut le vendre parce qu'il est meilleur que la concurrence? La compréhension des métiers qui vont participer à la réussite de la vente, pour moi, je pense que c'est un truc important. Moi, j'ai vu beaucoup en fait de boîtes où dans les onboarding, en fait, tu devais potentiellement être soit dans le grand bain par rapport à tes calls ou par rapport au pitch, par rapport à tout ça, et qu'il n'y avait pas de formation régulière, tu vois, par rapport à cet axe d'amélioration pour pouvoir justement te permettre de bien enregistrer, de bien mettre en application. Et que c'était, c'est quoi, mets-toi à côté d'Henri là-bas, écoute-le, et ensuite vas-y et fais-nous un feedback plus tard. Pour avoir un bon onboarding, il faut un bon management, et le management commercial, régulièrement, j'essaie de pas trop faire de généralité, même si c'est un peu le thème, mais régulièrement manque de temps accordé à l'encadrement et à la formation. Et c'est ce temps-là qui est nécessaire. C'est aussi ce temps-là, le temps perçu par le commercial. Je pense à une idée assez simple.
souvent, dès le début, on attend quelque chose du commercial en termes de delivery, des signatures rapides, etc. Ne serait-ce qu'apprendre dans les mois de ramp-up à décliner les objectifs, non pas sur de l'output, mais sur de l'input, déjà, ça enlève une tension très forte. Je t'attends sur de l'apprentissage, premier mois. Deuxième mois, je t'attends sur une qualité de pitch. Troisième mois, je t'attends sur un nombre de rendez-vous pris d'abord, un nombre de calls faits, puis un nombre de rendez-vous, de deuxième rendez-vous. Et accompagner le ramp-up avec des objectifs qui sont cohérents avec le ramp-up. Ok, mais entre en fait les différents objectifs, il n'y a pas de lien en fait. Tu vois ce que je veux dire? En Bien fait, sûr que si, il y a du lien entre moi, je les... vois pas de formation, c'est-à-dire que les Non, bien sûr, il y a de la formation, mais je veux dire, il y a du lien mécanique entre l'input et l'output. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, Et en fait, plus t'en par fais, rapport plus à- t'en gagnes. Ça, c'est comme on tombera d'accord là-dessus. Plus tu bosses, plus Bien tu sûr, closes de oui, deals. oui, ça c'est une évidence. Mais, Elle doit des grands noms. mais savoir dire à un commercial en formation, je suis content de toi, même si tu n'as toujours pas fait ton premier deal, mais tu as fait le bon nombre de rendez-vous, tu as fait le bon nombre de calls, tu as fait le bon nombre de R2. Ça déjà, c'est le mettre dans une situation de confiance. Et le feedback par rapport à quel call tu aurais pu améliorer et comment, pourquoi et On y est qu'ensuite- toujours. Mais on y est toujours. Et ça, Enfin, je le vois pas. enfin, moi, on je y est le vois toujours. pas. On est dans le même sujet. Et tu poseras la question. Enfin, je connais le nom du deuxième invité. Quoi? Je connais le nom du deuxième invité. Et tu seras ravi de lui poser des questions sur le sales enablement et C'est l'accompagnement. le Et cas, il ouais. est super fort là-dessus. Mais donc, évidemment, c'est la qualité de l'accompagnement. Mais ça recoupe avec ce que je dis. C'est le temps passé en management. Ok. Qu'est-ce que tu penses du versement de tes commissions lorsque le client a payé? C'est-à-dire ne verser que si le client a payé. Ouais. Ouais, je trouve que c'est assez sain. Nous, on le fait pas. Et on n'est probablement pas assez exigeant Pourquoi là-dessus. tu penses que c'est ça? Parce que le sales participe au fait d'aller chercher aussi les mauvaises nouvelles. En fait, je dis régulièrement, tu as des métiers de bonnes nouvelles et des métiers de mauvaises nouvelles. Le métier de bonnes nouvelles, c'est un métier les sales sont un métier de bonnes nouvelles dans lequel tu ne vis que par tes bonnes nouvelles et tu as la capacité de cacher tes mauvaises nouvelles sous le tapis. À l'inverse, tu as des gens, service support, finance, RH, qui sont dans des métiers de mauvaises nouvelles. On ne parle d'eux que quand il y a des mauvaises nouvelles, quand quelque chose se passe mal. Eh ben, je crois qu'il faut essayer d'amener au maximum, en termes de management, les gens vers le milieu de ce grand écart, en faisant en sorte que les sales participent aux mauvaises nouvelles qu'ils ont participé à causer. S'il y a un client mauvais payeur, bah mon pote, tu vas aller aider la nana du service support ou tu vas aller aider le DAF à aller chercher l'argent parce que ça fait partie de tes responsabilités. Au détriment d'aller chercher des nouveaux clients? Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'un client qui paye, c'est pas un client. Qui paye pas, tu veux dire? Un client qui paye pas, pardon, c'est pas un client, excuse-moi. Ok. Oh, le coup bas. Oh, le coup bas. Non, c'est toi qui. Dernier round. Est-ce que t'es prêt, Henri? Ouais. Je te sens prêt. T'as un bon jeu de jambes. Tu t'es pris pour Mohamed Ali un peu, je trouve. Ouais, Et- le Mohamed Ali blanc. Le Mohamed Ali On va blanc. dire ça. Le Mohamed Ali Aristo. C'est Celui le qu'on seul. préfère. Celui qu'on préfère. Le seul, l'unique. Pour les meilleurs commerciaux, on voit pas mal de bonus. Pour les moins bons, je vois pas de malus. Comment ça se fait? C'est une bonne question, ça. Et c'est ce qu'on a évoqué le sujet tout à l'heure avec les bonus d'équipe. Il y a un système de bonus intelligent, c'est un système de bonus qui clive, c'est-à-dire qui polarise la distribution des commerciaux le long de la chaîne du bonus. C'est-à-dire, les très bons gagnent beaucoup et les très mauvais gagnent zéro. Il n'y a pas tu gagnes moins. En Si fait, tu gagnes- t'as vendu en dessous de la marge que t'as demandé. Ce que tu veux surtout pas faire, c'est créer un ventre mou. C'est-à-dire de gens qui gagnent pas assez pour être des top performers, mais trop pour partir. Tu vois, c'est des gens qui gagnent un peu de bonus, mais pas assez. Est-ce que tu as envie de garder les gens qui vendent pas? Tu veux certainement pas les garder. Et donc, tu as la nécessité de polariser dans ton système de REM, dans le design de ton système de REM, de polariser vers les extrêmes. Pour que les gens qui ne trouvent pas leur compte dans ce type de vente partent d'eux-mêmes et aillent vers d'autres types de ventes. Et pour que les gens qui, au contraire, excellent dans ce format, restent et y trouvent toute la plénitude du bénéfice. Du coup, le malus. Du coup, le malus. Ouais, et moi, mon système de REM préféré, c'est taux d'atteinte fois pourcentage d'atteinte. Ok. C'est-à-dire, en fait, d'avoir un bonus-malus qui est par palier. Donc, tu as 50%, 70%, 100%, 120%, 150%. En dessous de 50 ou 70%, tu multiplies par 0 le taux d'atteinte. En dessous de 70, tu multiplies par 50%. En dessous de 100, tu multiplies par 80%. Au-dessus de 100 par 120. Au-dessus de 150 par 200%. Plus tu bosses, plus tu gagnes. plus tu Moins bosses, tu plus tu bosses, gagnes. moins tu prends. Ok, Exactement. donc tu vas en négatif aussi, alors, du coup. Ouais. Ok, d'accord. C'est un ralentisseur. Comment c'est accepté par tes commerciaux? C'est quand c'est la règle. Ok. Et ça, tu donnes dès l'onboarding? Enfin, tu Dès- donnes même avant? Dès l'onboarding. Ok. Même Et avec pendant- une règle. Ouais. Pour tous les pay plans, le pay plan, il est fait pour bouger. Tous les combien? Autant que c'est nécessaire. Pas plusieurs fois par an. Enfin, Si.
Tu peux faire bouger plusieurs fois par an. Bien sûr, Ok, même si ton nombre de commerciaux ne bouge pas. évidemment. Ok. Parce que, en fait, alors, c'est pas la seule reine du cheval, mais c'est la reine la plus visible du cheval pour le manager que de pouvoir tirer d'un côté ou de l'autre de l'attelage pour aller vers les stratégies de l'entreprise, vers les éléments de stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise dit plus de marge, il faut qu'on ait quelque chose pour tirer sur la reine. Si l'entreprise dit plus d'acquisition, on tire sur l'autre reine. Tu vois, c'est quand même ta courroie de transmission majeure, là, le pay plan. Donc en cours d'année, un top performer peut justement voir son variable diminuer Évidemment, et c'est pas justement un axe pour qu'il s'en aille directement. Évidemment, c'est cohérent avec Ok. la période sur laquelle est calculée la REM. Si la période si la REM est calculée annuellement, tu peux pas le changer parce que tu changes les règles en cours. Donc ça veut dire plusieurs pay plans dans ta force commerciale. Non, mais ça veut dire raccourcir. Payer au mois ou payer au trimestre. Ok, et donc après que tu es payé, tu changes le pay plan. Ouais. Ok. Tu soldes une. C'est absorbé. Ça, les commerciaux Ouais, pas de problème. disent ok, pas de problème, je suis ok. Donc ça veut dire que tu as une grosse vision de la boîte où tu as donné assez de transparence à tes équipes. Il faut dire que le pay plan n'est jamais gravé dans la roche, c'est tout. Ok. Et qu'on peut le changer n'importe quand. On peut le changer n'importe quand, en vous prévenant évidemment du pourquoi on le fait, parce que c'est notre reine et c'est comme ça qu'on va diriger l'attelage. Mais Ok. oui, le pay plan n'est pas gravé dans la roche. Ok, d'accord. Qui est-ce qui fait le pay plan? C'est le directeur commercial et le DAF. Ok. Qui est-ce qui donne son go final? Le DAF. Le DAF? Pourquoi c'est un DAF qui est jamais enfin, le gars DAF a jamais. Parce que le directeur commercial ne sait pas compter. Ouais, d'accord. Mais sauf que le directeur commercial, il est normalement les deux doigts plugués dans le marché. Non, parce que c'est quand même un élément qui coûte très cher à une entreprise. Enfin, quand je te dis le contraire de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est censé rapporter de l'argent, mais il faut quand même vérifier que ce qu'on a designé dans les différentes hypothèses est soutenable. Et c'est effectivement du revenu sharing et ça va pas coûter plus cher que ce que ça va rapporter. Donc, est-ce que c'est le DAF qui tranche à la fin ou est-ce que c'est le DIRCO? J'en sais rien. Normalement, ils doivent tomber d'accord. Ok, d'accord. Pour un mec clivant, honnêtement, tu me fais arriver à une position molle, je suis un peu déçu. Non, top fois, ça c'est petit, ça c'est en dessous de la ceinture. Justement, comment on doit bien gérer un PIP à la fin dans une boîte concrètement? Un performance improvement plan, Exactement. il faut que ce soit un vrai. Qu'est-ce qu'un vrai PIP? Une vraie opportunité pour revenir dans le rang et pas juste une façon d'ouvrir un dossier pour virer quelqu'un. On est d'accord qu'aujourd'hui, le PIP est plutôt organisé pour pouvoir dire, Ouais. OK, voilà un joli placard, maintenant on va te mettre un joli coup de pression Exactement. et on va faire en sorte que tu partes. Quels sont justement les éléments qu'on peut rapporter? Je reviens à mon sujet, c'est si tu n'as pas de capacité à former, à accompagner et que tu mets dans ton PIP ce genre de design, alors il est malhonnête. Mais passer du temps, double écoute, accompagnement, sales enablement, donner plus d'outils, changer les leads, essayez quoi. Sinon, honnêtement, la plupart des sales sont tout à fait conscients et sont pas complètement des imbéciles. Tu pourrais leur dire, écoute, je compte plus sur toi, je te donne 3 mois pour trouver un autre job. Ça marche presque aussi bien que de faire un PIP. Ok. Donc, si c'est pour virer les gens, on sait les virer. Hein. C'est pas compliqué. Depuis Macron, c'est très facile de virer quelqu'un, ça coûte pas cher. Donc, faire des PIP pour calmer la RH, honnêtement, c'est pas intéressant. Ok, d'accord. On a fait 5 rounds, Henri. C'était un beau sparring. J'ai beaucoup aimé. On arrive à la dernière question. C'est la question qui est censée mettre KO. Alors, tu as déjà réfléchi. Je te laisse me la poser. Vas-y, je suis tout à toi. Un sales, c'est censé être quelqu'un de fédérateur et de séducteur. Tu as probablement une des personnalités les plus clivantes de tout le marché. Comment tu fais pour séduire n'importe qui en étant aussi clivant? Quand tu es clivant, il y a des gens qui te détestent, mais il y a des gens qui t'adorent. Ben moi, je mise tout sur les gens qui m'adorent. Et t'assumes d'avoir des mecs qui te détestent. J'adore ça. Tu vis bien avec? J'adore. C'est beau.